Mon frère a passé 3 ans à planifier le vol de ma maison par usurpation d'identité. Quand je l'ai découvert, il avait déjà emménagé avec des documents de bail falsifiés. Aujourd'hui, il est en prison fédérale, mais le mal est fait. Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui va vous sidérer, mais très rapidement, si vous aimez ce contenu, cliquez sur le bouton d'abonnement. La chaîne a été un peu calme ces derniers temps, et votre soutien me permet de continuer. Plongeons dans le vif du sujet. Publication initiale. Je n'aurais jamais pensé écrire quelque chose comme ça, mais je suis assis ici à 2 heures du matin, à regarder des documents qui n'ont aucun sens, et j'ai besoin de sortir tout ça avant de perdre la tête. Je m'appelle Michael. J'ai 29 ans, jusqu'à il y a 3 jours, je pensais avoir une relation assez normale avec mon frère aîné, Christopher. Nous n'étions pas super proches. Il a toujours été le charismatique, celui qui pouvait se sortir de n'importe quelle situation par la parole, tandis que je suis plutôt du genre calme et posé. Mais nous sommes de la même famille. Nous passions les fêtes ensemble, allions boire des bières de temps en temps, des trucs normaux entre frères. Il y a 3 jours, j'ai reçu un appel de ma société de prêt hypothécaire me posant des questions sur ma récente demande de prêt sur valeur domiciliaire. Le problème, c'est que je n'en ai jamais demandé. Mon estomac s'est noué lorsque la représentante m'a expliqué qu'un prêt de 75 000 $ avait été approuvé sur ma maison. La maison pour laquelle j'avais passé 5 ans à économiser, la maison où ma femme Jennifer et moi prévoyions de fonder notre famille. La représentante a été étonnamment serviable une fois qu'elle a réalisé que quelque chose n'allait pas. Elle a sorti les détails de la demande pendant que j'étais assis là, le téléphone collé à l'oreille, les mains tremblantes. La demande contenait mon numéro de sécurité sociale, mes informations d'emploi, et même un scan de mon permis de conduire. Mais l'adresse email était différente. christoile@gmail.com. Mon estomac s'est retourné. Christopher. Mon frère. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Christopher. Il a répondu à la 3e sonnerie, décontracté comme toujours. Salut, petit frère. Qu'est-ce qui se passe, Chris? As-tu contracté un prêt sur ma maison? Le silence a peut-être duré 3 secondes, mais il m'a semblé durer des heures. Puis il a ri. Il a vraiment ri. Oh, ça. Ouais. Écoute, j'allais t'en parler. Ce n'est pas ce que tu penses. Pas ce que je pense? Tu as commis une usurpation d'identité. Tu as falsifié ma signature. Oh là, tu dramatises pas un peu? C'est un prêt familial, Mike. J'avais besoin de l'argent pour l'opportunité d'affaires dont je t'ai parlé. Tu te souviens de l'histoire de l'importation? C'était juste plus simple que de passer par toute la paperasse avec toi. Je suis solvable. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Plus simple? Tu as usurpé mon identité. Tu aurais pu me faire perdre ma maison. Te faire perdre ta maison? Allons, c'est moi qui fais les paiements. Enfin, je les ferai une fois que l'entreprise décollera. Écoute, je passe demain. On va régler ça comme des adultes, d'accord? La famille ne va pas voir la police pour des histoires d'argent. Cette dernière phrase m'a frappé comme un coup de poing. Il savait exactement ce qu'il avait fait, et il essayait déjà de me manipuler pour que je ne le signale pas. Jennifer est rentrée de son service à l'hôpital pour me trouver entourée de rapports de crédit, de relevés bancaires et d'imprimés de la société de prêt hypothécaire. Je lui ai tout expliqué, en regardant son visage passer de la confusion au choc, puis à la rage. On appelle la police, a-t-elle dit immédiatement. C'est mon frère, ai-je dit faiblement. Et c'est un criminel qui a essayé de voler notre maison, a-t-elle rétorqué. Le lendemain matin, Christopher s'est présenté à notre porte à 7 heures du matin, vêtu de ses habituels vêtements coûteux pour lesquels il avait toujours de l'argent, bien qu'il soit perpétuellement entre 2 projets. Il avait un dossier avec lui et ce sourire confiant qu'il avait sorti du pétrin toute notre vie. Avant que tu ne fasses une bêtise, dit-il en me bousculant pour entrer dans la maison. Laisse-moi te montrer quelque chose. Il a étalé des papiers sur la table de ma salle à manger. C'étaient des accords de prêt datés de 2 ans,
entre lui et moi. Selon ces documents, j'avais accepté de lui prêter 100 000 $ pour ses projets d'entreprise, avec ma maison comme garantie. C'est des faux, ai-je dit immédiatement. Vraiment? C'est bien ta signature, n'est-ce pas? Il a pointé une signature qui ressemblait remarquablement à la mienne. Et ça, c'est le tampon du notaire Patricia Chen. Tu te souviens de l'amie de papa qui est notaire? Elle nous a vu signer ces documents. Ça n'est jamais arrivé. Pense Y, Mike. Il y a 2 ans, au dîner de Noël. On a parlé de mon affaire d'importation. Tu as dit que tu voulais aider. On a bu quelques verres, signé quelques papiers. Patricia était là pour la fête d'anniversaire de maman le lendemain. Tu te souviens? Elle les a authentifiés à ce moment-là. Le fait est que nous avons bien eu ce dîner de Noël. Nous avons bien parlé de son affaire. Patricia était bien à la fête d'anniversaire de maman. Mais je n'ai jamais rien signé. Je n'ai jamais accepté de prêt. Mais Christopher avait construit ce mensonge élaboré autour d'événements réels, ce qui le rendait plus difficile à contester. Même si c'était vrai, ce qui n'est pas le cas, tu as quand même commis une fraude en contractant ce prêt sur valeur domiciliaire en mon nom, a dit Jennifer derrière moi. Christopher lui a adressé son sourire. En fait, si tu lis l'accord, il est clairement indiqué qu'en tant que créancier, j'ai le droit de garantir la dette par tous les moyens légaux si Michael est en défaut de paiement, ce qui est techniquement le cas puisqu'il n'a fait aucun paiement en 2 ans. Parce qu'il n'y avait pas des prêts, ai-je crié. Ça va être difficile à prouver au tribunal, a dit Christopher calmement. Surtout quand j'ai des documents et un témoin. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas un crime impulsif. Christopher planifiait cela depuis Dieu sait combien de temps, créant une trace écrite, préparant son histoire. Le prêt sur valeur domiciliaire n'était pas le crime. Selon lui, c'était lui qui recouvrait une dette que je lui devais. Je lui ai dit de partir. Il a haussé les épaules, a laissé ses faux documents sur ma table et a dit, pense Y, Mike. On peut régler ça en famille, ou on peut laisser les avocats s'enrichir sur notre drame. C'est toi qui choisis. Après son départ, Jennifer et moi sommes allés directement au poste de police. L'officier qui a pris notre déposition avait l'air dépassé pendant que j'expliquais la situation. Une usurpation d'identité qui pourrait ne pas être une usurpation d'identité si des documents frauduleux qui pourraient ne pas être frauduleux tenaient la route au tribunal. Il a dit qu'un inspecteur nous contacterait, mais je sentais que ça n'allait pas être simple. J'ai passé les 2 derniers jours à appeler des avocats. La plupart veulent des honoraires que je ne peux pas me permettre, surtout maintenant que mon crédit est au maximum à cause du prêt que Christopher a contracté. La société de prêt hypothécaire a suspendu le versement du prêt, mais il menace également de saisie si la situation n'est pas résolue rapidement. Apparemment, même les prêts frauduleux peuvent déclencher des conséquences réelles. Mes parents pensent que je réagis de manière excessive. Ma mère a appelé hier en pleurant, me suppliant de ne pas impliquer la police. Christopher dit que vous aviez un accord commercial qui a mal tourné, a-t-elle dit. Vous ne pouvez pas régler ça entre vous, les garçons? Je ne sais pas quoi faire. J'ai un rendez-vous demain avec un avocat qui pourrait prendre l'affaire à l'honoraire de résultat. Jennifer a fait des recherches non-stop sur les lois sur l'usurpation d'identité, mais Christopher a déjà 3 longueurs d'avance, et je suis terrifiée qu'il finisse par récupérer ma maison. Quelqu'un a-t-il déjà fait face à une situation similaire? Comment prouver que quelque chose ne s'est pas produit quand quelqu'un a fabriqué des preuves du contraire? Mise à jour 2 semaines plus tard. Je voulais remercier tous ceux qui ont répondu à ma publication originale. Vos conseils sur le fait de tout documenter et d'impliquer un expert comptable judiciaire ont été inestimables. Voici ce qui s'est passé depuis. D'abord, les bonnes nouvelles. J'ai trouvé un avocat, James Martinez, spécialisé dans la fraude financière au sein des familles. Apparemment, c'est plus courant qu'on ne le pense. Il a pris mon affaire après avoir examiné les documents et a immédiatement souligné plusieurs problèmes avec les preuves de Christopher. La signature sur l'accord de prêt. James a fait examiner par un expert en écriture. Bien qu'elle ressemble à la mienne à première vue, il y a des différences révélatrices dans la pression du stylo et la formation des lettres.
L'expert a dit qu'elle était probablement décalquée ou longuement pratiquée. Le tampon du notaire. La licence de notaire de Patricia Chen avait expiré 6 mois avant la date sur les documents. Contactée par mon avocat, Patricia a prétendu ne pas se souvenir de l'incident spécifique, mais que si Christopher disait que c'était arrivé, ça devait être vrai. James dit que son témoignage évasif ne tiendra pas la route. Maintenant, les mauvaises nouvelles. Christopher a mis les bouchées doubles d'une manière que je n'avais pas vu venir. La semaine dernière, je suis rentré chez moi pour trouver un camion de déménagement dans mon allée et Christopher dirigeant des déménageurs pour porter des cartons dans ma maison. J'ai immédiatement appelé le 911, mais quand la police est arrivée, Christopher a produit un contrat de bail daté du mois dernier, soi-disant signé par moi, lui donnant des droits de locataire sur la propriété puisque j'avais manqué à mes obligations de notre accord de prêt. Les officiers ont dit que c'était une affaire civile et qu'ils ne pouvaient pas l'expulser sans un ordre d'expulsion. Christopher se tenait là, un sourire narquois aux lèvres, pendant que les officiers expliquaient que je devrais passer par la procédure d'expulsion formelle, ce qui pourrait prendre des mois. Jennifer était au travail et je suis reconnaissant pour ça parce que je pense qu'elle l'aurait peut-être agressé. Je l'ai appelée depuis notre chambre, la seule pièce que j'ai réussi à verrouiller avant que Christopher ne puisse la réclamer, et elle a immédiatement appelé James. James a demandé une injonction d'urgence le lendemain matin. Mais le juge a dit que puisque Christopher avait présenté des documents de location, même suspects, nous devions suivre les procédures d'expulsion appropriées. En attendant, Christopher devait avoir accès aux parties communes, mais ne pouvait pas m'enfermer hors de ma propre chambre ni m'empêcher d'accéder à mes affaires. Alors maintenant, je vis avec mon frère, qui est en train de voler ma maison, qui dort dans ma chambre d'amis, utilise ma cuisine et agit comme si de rien n'était. La guerre psychologique a commencé immédiatement. Christopher était au téléphone avec des associés à toute heure, discutant bruyamment de son investissement immobilier et de la manière dont il recouvrait enfin ses dettes auprès de membres de la famille mauvais payeurs qui pensaient pouvoir en profiter. Il cuisinait des repas élaborés et laissait la cuisine en désordre. Il recevait des gens, leur présentant sa maison et leur racontant comment il aidait son petit frère à apprendre la responsabilité financière. Jennifer est restée chez sa sœur pendant 3 jours avant de décider qu'elle ne se laisserait pas chasser de sa propre maison. Elle est revenue avec un enregistreur, légal dans notre État, et a commencé à tout documenter. Les histoires de Christopher n'arrêtaient pas de changer. Pour une personne, j'avais emprunté de l'argent pour des dettes de jeu. Pour une autre, c'était pour une entreprise qui avait échoué. Pour une troisième, il m'avait sauvé de la faillite, et c'était mon remboursement. L'expert comptable judiciaire que James a engagé a trouvé quelque chose d'intéressant. Les 75 000 $ du prêt sur valeur domiciliaire avaient été transférés sur 3 comptes différents, tous contrôlés par Christopher, quelques heures après avoir été déposés. De là, ils sont allés vers une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Christopher essayait déjà de cacher l'argent. Mais c'est là que Christopher a fait sa première vraie erreur. Dans sa confiance, il avait été négligent avec son téléphone. Jennifer a remarqué qu'il le laissait traîner, connecté à son email. Elle n'y a pas touché. James nous avait mis en garde contre tout ce qui pourrait être considéré comme une manipulation de preuves, mais elle a pris des photos de l'écran lorsque des emails étaient visibles. Une chaîne de mails était particulièrement accablante. Il y a 3 mois, Christopher discutait avec quelqu'un nommé Steven du coût immobilier familial. Steven avait apparemment fait quelque chose de similaire avec l'appartement de sa sœur et donnait des conseils à Christopher. Assure-toi de tout antidater, lisait un message. Et trouve quelqu'un pour jurer qu'il a vu ça se produire. Les juges des tribunaux de la famille adorent ça. Nous avons immédiatement transmis les photos à James, qui a dit que c'était une zone grise sur le plan juridique, mais que ce serait admissible puisque les emails étaient bien en évidence dans notre propre maison. Il a déposé des accusations supplémentaires pour complot en vue de commettre une fraude. L'inspectrice chargée de notre affaire, l'inspectrice Barbara Santos, a été incroyablement minutieuse. Elle a interrogé Patricia Chen, qui a finalement admis que Christopher l'avait payé 500 $ pour antidater l'authentification. Elle a prétendu qu'elle pensait que c'était pour des raisons commerciales légitimes, mais elle fait maintenant face à des accusations de fraude notariale.
Christopher a dû sentir l'étau se resserrer car ses tactiques ont changé. Il a commencé à jouer la victime. Il a appelé notre famille élargie, prétendant que j'avais renié une promesse de l'aider et que j'essayais maintenant de détruire sa vie. Il a publié sur les réseaux sociaux des messages sur la trahison familiale et sur le fait que les liens du sang ne signifient plus ce qu'ils signifiaient. Certains parents qui ne connaissent pas toute l'histoire m'ont appelé, essayant de me culpabiliser pour que je retire les accusations. Ma tante préférée, Linda, a appelé hier. Elle a écouté ma version des faits et a ensuite dit quelque chose qui m'a marqué. Christopher a toujours été capable de vendre des réfrigérateurs aux Esquimaux. Mais finalement, même eux se rendent compte qu'ils se sont fait avoir. L'affaire pénale progresse. Christopher a été formellement accusé d'usurpation d'identité, de fraude et de complot en vue de commettre une fraude. Son avocat, payé avec la valeur nette de ma maison, j'en suis sûr, essaie de négocier un plaidoyer, mais le procureur semble confiant compte tenu des preuves que nous avons accumulées. L'affaire civile est plus compliquée. La procédure d'expulsion a commencé, mais Christopher la conteste à chaque étape. Il a déposé des contre-plaintes, affirmant que je lui dois des dommages et intérêts pour rupture de contrat et détresse émotionnelle. James dit que c'est du n'importe quoi, destiné à retarder et à faire grimper mes frais de justice, mais ça marche. J'ai dû emprunter de l'argent aux parents de Jennifer pour continuer à payer James. La société de prêt hypothécaire a été quelque peu compréhensive. Ils ont gelé le prêt sur valeur domiciliaire et travaillent avec nous pour prouver la fraude, mais ils ont clairement indiqué que si cela n'est pas résolu bientôt, ils devront entamer une procédure de saisie pour récupérer leurs pertes. L'idée de perdre ma maison à cause du crime de Christopher me tient éveillée la nuit. Jennifer a été mon roc à travers tout ça. Elle a pris des quarts de travail supplémentaires pour aider avec les frais de justice, et elle a tout documenté si méticuleusement que James plaisante en disant qu'elle devrait devenir assistante juridique. Mais je vois que le stress l'use. Nous étions censés commencer à essayer d'avoir un bébé cette année. Au lieu de cela, nous nous battons pour garder notre maison. Christopher, pendant ce temps, semble s'amuser. Il traite toute l'affaire comme un jeu qu'il a déjà gagné. Il m'a dit plusieurs fois que tout ce que j'ai à faire est de retirer les accusations et d'accepter un plan de paiement raisonnable pour l'argent qu'il a déjà pris, et il partira. Pense Y comme si tu me rachetais pour que je sorte de ta vie, a-t-il dit hier soir. 75 000 $, c'est un petit prix à payer pour la paix. Je ferai une nouvelle mise à jour après l'audience préliminaire le mois prochain. En attendant, si quelqu'un a de l'expérience avec l'expulsion d'un locataire frauduleux qui est aussi un membre de la famille, j'apprécierais tout conseil. C'est un cauchemar que je ne souhaiterais à personne. Mise à jour 2, 6 semaines plus tard. L'audience préliminaire a eu lieu hier, et j'ai des nouvelles. Certaines bonnes, certaines exaspérantes, et d'autres qui me font remettre en question tout ce que je pensais savoir sur mon frère. Premièrement, la négociation de plaidoyer de Christopher a échoué. Son avocat a essayé d'obtenir des accusations de délit mineur et une probation, mais l'inspectrice Santos avait découvert quelque chose qui a tout changé. Vous vous souvenez de Steven, le type qui donnait des conseils à Christopher sur le coût immobilier familial ? Il s'avère que Christopher ne recevait pas seulement des conseils. Il dirigeait toute une opération. Santos a trouvé 3 autres victimes dans notre État. Toutes des personnes dont les parents avaient soudainement produit des documents de prêt qu'elles n'avaient jamais signés. Le FBI est maintenant impliqué, enquêtant sur ce qu'ils appellent un « réseau de fraude familiale ». Christopher et Steven se seraient rencontrés lors d'un séminaire d'investissement immobilier qui était en réalité un terrain d'entraînement pour ce type de fraude. Ils avaient même des modèles de documents et un manuel pour créer des histoires de fonds crédibles. Quand cela a été révélé au tribunal, la façade de Christopher s'est finalement fissurée. Son avocat a demandé une suspension de séance. Et quand ils sont revenus, Christopher avait une nouvelle histoire. Il prétendait maintenant que Steven l'avait manipulé, qu'il était aussi une victime. Que Steven l'avait convaincu que je ne remarquerais jamais un petit prêt sur la maison. Et au moment où Christopher a réalisé ce qu'il avait fait, il était trop impliqué pour tout avouer. Le juge n'a pas mordu à l'hameçon. Christopher est détenu sous une caution de 100 000 $, qu'il ne peut pas payer car tous ses actifs sont gelés en attendant l'enquête.
Mes parents sont dévastés. Ils étaient dans le déni, espérant que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais voir Christopher me noter a brisé quelque chose en eux. Ma mère a vieilli de 10 ans dans cette salle d'audience. Mais c'est là que les choses se compliquent. Avec Christopher en prison en attente de son procès, on pourrait penser que le faire sortir de ma maison serait simple. Ça ne l'a pas été. Son avocat a fait valoir que son client avait toujours des droits de locataire et que l'incarcération n'annulait pas automatiquement un bail. Le juge des expulsions a accepté d'accélérer le processus compte tenu des accusations criminelles, mais cela a quand même pris 2 semaines supplémentaires. Pendant ces 2 semaines, les associés de Christopher n'ont cessé de se présenter chez moi. Jennifer était seule à la maison un après-midi lorsque 2 hommes ont frappé, prétendant que Christopher leur devait de l'argent et qu'ils étaient là pour récupérer leur garantie. Elle a appelé le 911, et les hommes sont partis avant l'arrivée de la police, mais c'était terrifiant. Nous avons installé des caméras de sécurité cette nuit-là. Puis est venu le jour de l'expulsion. L'avocat commis d'office de Christopher était là pour observer, s'assurant que nous n'endommagions aucun des biens de son client. L'ironie de la situation, c'est bien dans ma maison, n'a échappé à personne. Pendant que les huissiers enlevaient ses affaires, nous avons découvert l'étendue des délires de Christopher. Il avait des plans d'architecte pour rénover ma maison, des demandes de prêt pour un crédit supplémentaire à mon nom qui n'avait pas encore été soumise, et un carnet rempli de signatures falsifiées, pas seulement la mienne, mais aussi celle de Jennifer, de nos parents, et même de notre grand-mère décédée. James, mon avocat, était là, et quand il a vu le carnet, il a immédiatement appelé l'inspectrice Santos. C'est une preuve de planification et d'intention qui, selon les procureurs, rendra leur dossier en béton. Mais cela a aussi révélé quelque chose de troublant. Certaines des entrées datées remontaient à 3 ans. Christopher planifiait cela depuis avant même que j'achète ma maison. Il jouait sur le long terme, et j'étais sa cible depuis le début. Parmi ses affaires, nous avons aussi trouvé des lettres de notre maison d'enfance, des lettres d'amour de sa petite amie de fac, des photos de vacances en famille, son diplôme de lycée, des choses normales qui le faisaient paraître humain. Jennifer m'a trouvé en train de pleurer sur une photo de Christopher et moi à ma remise de diplôme universitaire. Il avait l'air si fier de moi sur cette photo. Quand cette fierté s'est-elle transformée en ça? La maison semblait étrange après son départ. Violée, mais aussi vide d'une manière qui n'avait rien à voir avec son absence. Nous avons fait changer les serrures, installé un système de sécurité, et Jennifer a purifié chaque pièce avec de la sauge, une idée de sa sœur. Lentement, elle a recommencé à nous appartenir. Mais les dégâts financiers étaient considérables. Les 75 000 $ avaient disparu, convertis en crypto-monnaie et transférés vers des portefeuilles que le FBI essaie de tracer. Les frais de justice ont dépassé 30 000 $. La société de prêt hypothécaire, bien que sympathique, reste une entreprise. Ils ont accepté un plan de paiement modifié, mais nos mensualités ont augmenté de 400 $ pour couvrir leurs pertes. Les quarts de travail supplémentaires de Jennifer sont maintenant permanents, et j'ai pris du travail en freelance en plus de mon emploi régulier. Ma relation avec mes parents est tendue. Ils ne me blâment pas exactement, mais il y a un chagrin qui rend les dîners de famille douloureux. Ils rendent visite à Christopher en prison, et maman me dit qu'il pleure. Dit qu'il est désolé, qu'il voulait juste réussir comme tout le monde dans la famille. Papa ne dit plus grand-chose. Je pense qu'il s'en veut de ne pas avoir vu ce que Christopher était en train de devenir. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de Christopher. James m'a conseillé de ne pas la lire seule. Alors, Jennifer et moi l'avons ouverte ensemble. C'était du Christopher classique, des excuses mais pas vraiment, des explications mais sans prendre de responsabilité. Il a écrit que j'avais toujours eu la vie facile, que tout m'était venu naturellement alors que lui avait dû se battre pour des miettes. Il a dit que la maison n'était qu'un symbole de tout ce qu'il méritait mais n'avait jamais eu. La phrase la plus glaçante, « Je suis ton frère ». Ça aurait dû signifier quelque chose. Cette maison aurait dû être à nous, pas seulement à toi. Jennifer voulait brûler la lettre. Je l'ai gardée. Une preuve, mais aussi un rappel.
La famille peut être la plus grande des bénédictions ou la plus profonde des blessures. Parfois les deux à la fois. Le procès est fixé dans 3 mois. Christopher risque 5 à 10 ans s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Les accusations fédérales pourraient ajouter 10 ans de plus. Une partie de moi se sent coupable d'espérer que mon frère aille en prison. La plus grande partie de moi veut juste que ce soit fini. Nous reconstruisons lentement. Jennifer et moi avons commencé une thérapie de couple pour faire face au traumatisme et au stress. Nous attendons d'être financièrement stables avant de fonder une famille. La maison qui devait être notre fondation pour l'avenir est devenue un rappel de la trahison, mais aussi de la résilience. Nous nous sommes battus pour elle. Nous l'avons gardée. Elle est à nous. J'ai complètement coupé les ponts avec Christopher. Le procureur dit que je devrais probablement témoigner, lui faire face au tribunal et dire la vérité sur ce qu'il a fait. Je redoute ce moment et l'attends avec impatience à la fois. J'ai besoin de le regarder dans les yeux et de lui demander pourquoi. J'ai besoin qu'il sache qu'il ne m'a pas brisé. Mais parfois, tard dans la nuit, j'entends encore sa voix dans ma tête. La famille ne va pas voir la police pour des histoires d'argent. Et je me demande s'il y a eu un moment, un seul point de décision où cela aurait pu se passer différemment. Où Christopher aurait pu simplement demander de l'aide au lieu d'essayer de prendre ce qu'il pensait mériter. Je ne le saurai jamais. Et peut-être que c'est le pire de tout. Mise à jour finale, 2 mois plus tard. Je n'avais pas prévu de faire une autre mise à jour, mais tant de gens m'ont contacté pour connaître l'issue que j'ai senti que je vous devais à tous une conclusion. Le procès s'est terminé il y a 2 semaines, et je suis enfin prêt à en parler. Christopher a accepté une négociation de plaidoyer à la dernière minute. Pas celle que son avocat avait initialement proposée, mais quelque chose qui a été élaboré après que le FBI a présenté toute l'étendue du réseau de fraude. Il a plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation de fraude, d'usurpation d'identité et de complot. La sentence, 8 ans de prison fédérale avec possibilité de libération conditionnelle dans 5 ans, plus une restitution à toutes les victimes. La restitution est principalement symbolique. L'argent a disparu, caché dans des transactions en crypto-monnaie qui ne mènent nulle part. Je verrai peut-être 10 000 $ au cours de la prochaine décennie si j'ai de la chance. Le FBI a saisi la voiture de Christopher, ses montres, son matériel électronique, tout ce qu'il possédait de valeur. Le total s'élevait à environ 30 000 $, répartis entre 7 victimes. J'ai reçu 4 300 $. Cela ne couvrait même pas un dixième de mes frais de justice. La veille de sa condamnation, Christopher a demandé à me voir. Contre l'avis de Jennifer et les conseils de James, j'y suis allé. Il paraissait plus petit dans son uniforme de prisonnier, sa coupe de cheveux chers avait repoussé, sa confiance avait été remplacée par quelque chose que je n'avais jamais vu en lui auparavant. La défaite. J'ai besoin que tu comprennes, a-t-il commencé, et j'ai failli partir sur le champ. Mais quelque chose m'a fait rester. Ce qui a suivi n'était pas exactement des excuses, mais peut-être ce qui s'en approchait le plus pour Christopher. Il m'a parlé du séminaire où il a rencontré Steven. Comment cela a commencé comme un groupe d'investissement immobilier légitime. Comment Steven a lentement introduit l'idée de financement créatif en utilisant les ressources familiales. Comment la première victime était l'oncle âgé de Steven. Et à quel point ça avait été facile. Comment Christopher était fauché, sur le point de perdre son appartement, quand Steven lui a montré comment créer des documents antidatés. Je t'ai choisi parce que je savais que tu me pardonnerais, a-t-il dit. Finalement. Tu m'as toujours pardonné avant. Il avait raison. Je lui avais toujours pardonné. Quand il a détruit ma voiture au lycée et m'a reproché d'avoir laissé les clés traîner. Quand il a volé mon identité la première fois pour obtenir une carte de crédit à l'université et a juré que c'était une erreur. Quand il a emprunté de l'argent pour des urgences qui se sont avérées être des dettes de jeu ou des combines ratées. Mais tu as mal choisi cette fois, lui ai-je dit. Parce que j'en ai fini de te pardonner. Il a hoché la tête comme s'il s'y attendait. Puis il a dit quelque chose qui me hante depuis, Steven a tout un réseau. Ils sont des dizaines, s'enseignant les uns les autres, partageant des techniques.
Ta maison était censée être mon initiation. Une fois que j'aurais réussi, je serais devenu un membre à part entière. Je serais enfin devenu quelqu'un. Le FBI a depuis confirmé cela. Ils ont arrêté 12 personnes dans 4 États, et d'autres enquêtes sont en cours. Le séminaire était une façade pour une organisation de fraude sophistiquée ciblant les membres de la famille parce qu'ils étaient moins susceptibles de porter plainte. Christopher n'était pas un cerveau. Il était à peine un cadre intermédiaire, juste une autre personne désespérée prête à trahir sa famille pour la promesse de l'argent facile. Lors de la condamnation, Christopher a parlé brièvement. Il s'est excusé auprès du tribunal, des victimes présentes, de nos parents qui étaient assis dans la galerie, l'air brisé. Il ne m'a pas regardé. Le juge a qualifié ces crimes de « trahison fondamentale de la confiance familiale » et a noté que la planification élaborée montrait une insensibilité qui justifiait une punition significative. Quand ils l'ont emmené, notre mère a sangloté. Papa est sorti sans un mot. Je suis resté assis là, ne ressentant rien, vide, comme si une partie de moi avait été enlevée chirurgicalement. Les suites de l'affaire ont été complexes. Mes parents suivent maintenant une thérapie, se demandant où ils ont mal agi. Ils n'ont pas mal agi, à mon avis. Christopher a fait ses choix. Certains membres de la famille pensent encore que j'aurais dû gérer ça en privé. J'ai coupé les ponts avec ces gens. S'ils ne peuvent pas comprendre pourquoi je ne pouvais pas laisser mon frère voler ma maison, ce ne sont pas des gens dont j'ai besoin dans ma vie. Jennifer et moi allons mieux. La pression financière est toujours là. Nous paierons nos dettes juridiques pendant des années, mais nous y travaillons ensemble. Nous avons commencé à rénover la chambre d'amis, en partie pour exorciser la présence de Christopher, mais aussi parce que nous sommes prêts à aller de l'avant. Peut-être pas encore avec un bébé, mais en faisant de cette maison la nôtre à nouveau. J'ai rejoint un groupe de soutien pour les victimes de fraude familiale. Vous seriez étonnés de voir à quel point c'est courant. La mère âgée dont le fils a vidé ses comptes de retraite. La sœur dont le frère a utilisé ses informations pour créer une entreprise qui a fait faillite. Le père dont la fille a vendu sa maison pendant qu'il était à l'hôpital. Nous partageons des histoires, des stratégies, et le deuil unique d'être trahi par les liens du sang. Patricia Chen, la notaire qui a antidaté les documents, a écopé de 2 ans de probation et a perdu sa licence de notaire. Elle m'a envoyé une lettre d'excuse qui semblait sincère. Elle était désespérée pour de l'argent pour sa propre famille et n'a pas réfléchi aux conséquences. Je ne lui pardonne pas, mais je comprends la désespération différemment maintenant. Steven a eu 15 ans. Il était le véritable architecte de toute cette douleur. À son procès, auquel j'ai assisté, il n'a montré aucun remords. Pour lui, nous étions des cibles, pas des personnes. Christopher n'était qu'un autre outil dans sa boîte à outils. Cela n'absout pas Christopher, mais ça ajoute du contexte à sa transformation de mon frère ennuyeux mais inoffensif en quelqu'un capable de voler ma maison. La semaine dernière, j'ai reçu une autre lettre de Christopher, cette fois de la prison fédérale. Je ne l'ai pas ouverte. Jennifer m'a demandé si je voulais qu'elle la lise d'abord pour la filtrer, mais je l'ai simplement jetée. Peut-être qu'un jour, je voudrais savoir ce qu'il a à dire. Peut-être que quand il sortira, nous pourrons avoir une sorte de relation. Mais pour l'instant, j'ai besoin qu'il n'existe pas dans mon monde. La maison est à nouveau à nous. Vraiment à nous. Nous avons fait une fête le week-end dernier. Une fête de réappropriation, comme l'a appelée Jennifer. Amis, famille qui nous ont soutenus. Même l'inspectrice Santos est passée. Nous avons de nouveau brûlé de la sauge. C'est en train de devenir une tradition. Nous avons béni l'espace et l'avons rempli de rire pour la première fois en près d'1 an. Je me réveille encore parfois en m'attendant à trouver Christopher dans la chambre d'amis. Je vérifie encore nerveusement le courrier pour des documents que je n'ai pas signés. Mon cœur s'emballe encore quand des numéros inconnus appellent. Le traumatisme ne disparaît pas simplement parce que le bourreau est en prison. Mais ça s'améliore. À tous ceux qui m'ont envoyé un message pour demander des conseils parce qu'ils font face à quelque chose de similaire, documentez tout. Ne laissez pas la culpabilité familiale vous empêcher de vous protéger.
Prenez un avocat immédiatement, même si vous devez emprunter de l'argent pour le faire. Et souvenez-vous, ce n'est pas vous qui avez brisé le lien familial. Ce sont eux qui l'ont fait, au moment où ils ont décidé que leur désir était plus important que votre sécurité. À ceux qui ont dit que j'aurais dû simplement donner l'argent à Christopher et couper les ponts, vous avez peut-être raison. Ça aurait été plus simple, mais ça ne l'aurait pas arrêté. Il serait revenu pour en avoir plus ou se serait tourné vers un autre membre de la famille. Parfois, le choix le plus difficile est le choix nécessaire. Ceci est ma dernière mise à jour. Christopher ne sera pas éligible à la libération conditionnelle avant au moins 4 ans. Et je prévois de passer ce temps à vivre ma vie sans regarder par-dessus mon épaule. Jennifer et moi économisons pour des vacances quelque part au chaud où nous pourrons oublier les documents falsifiés et les procès fédéraux. Nous allons nous en sortir. La maison n'est que des murs et un toit, mais ce sont nos murs et notre toit. Christopher a essayé de nous prendre ça. Il a échoué, et c'est la seule victoire qui compte. Merci à tous pour votre soutien, vos conseils et vos expériences partagées. Cela m'a aidé plus que vous ne l'imaginez pendant les moments les plus sombres de ce voyage. Prenez soin de vous et protégez ce qui vous appartient, surtout de ceux qui pensent le mériter plus que vous.